c'est justement parce que le recrutement est humain qu'il faut automatiser, tu vois, je le vois plus comme ça, moi, pour le coup. Et je trouve qu'on fait une confusion où on croit que tout dans le recrutement relève de l'humain, et au final, tout ne mérite pas, tu vois, d'avoir de l'humain, tu vois, dans nos process et dans le recrutement, en fait. On dit toujours que l'automatisation, ça va te faire gagner du temps. Je pense que je perds beaucoup plus de temps qu'avant parce que tu peux produire plus, parce que tu veux faire toujours plus quali. On lance des campagnes, tout le monde y croyait, les CEO de la boîte, etc. On s'est dit on va cartonner et tout. Je lance le truc, je lance sur 100 profils, tu vois, le test. Et je pense que c'est mes pires taux de retour. Je pense que c'était les pires taux de retour que j'avais eu. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. On est dans des locaux canons pour cet épisode. Nous sommes chez le groupe Launay, qui est un promoteur immobilier basé à Lyon. Si vous avez un projet B2B de construction de logements comme Eden Square ou Echo, qui sont en face de moi, qui sont des très beaux projets architecturaux. J'ai jamais eu un lieu de tournage aussi stylé hors studio. Et pour ça, on va accueillir du coup quelqu'un de trop chouette qui s'appelle Virgile, mais je vous donne d'abord un peu plus sur lui. Virgile, c'est partie de ces types de profils qui, pour moi, sont des profils qui vont presque tousser. Non, il allait presque tousser devant moi, mais il n'a pas toussé. Qui sont des profils qui sont très chouettes parce que, du coup, Virgile, il n'a pas un parcours de base qui le prédestinait à devenir recruteur. Moi, j'aime bien les profils qui font autre chose avant, et du coup, tu nous diras, Virgile, ce que tu as fait avant par le passé, et du coup, qui amènent des compétences autres, annexes et connexes, comme aime bien dire mon associé Élise, au recrutement. Aujourd'hui, pour moi, un bon profil recruteur et les gens qui vraiment poussent plus loin, c'est les gens qui vont être, entre guillemets, reconvertis, même si c'est un grand mot, qui ont fait autre chose dans leur vie avant et qui vont ramener ces compétences dans le recrutement. Et c'est ce qui fait que, du coup, Virgile, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est badass sur la partie RecOps, c'est quelqu'un qui gère d'une main de maître l'automatisation, qui sait choisir le bon outil ou quoi, parce qu'il n'a pas été aussi biaisé par un master RH qui aurait lui dit de faire de telle manière ou de telle autre manière, parce que dans un grand groupe on fait comme ça et pas autrement. Donc du coup, je suis trop content d'avoir Virgile aujourd'hui pour ce 4e épisode sur la série RecOps de Tam Tam. Virgile, comment vas-tu ? Bah écoute, quelle intro déjà, ça va très bien et je te remercie de m'inviter pour le podcast et de parler de cette série là de RecOps ultra cool. Du coup, tu veux que je me présente un petit peu ? Vas-y, écoute, tu me piques ma question, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bah effectivement, je viens pas du monde du recrutement. Ça fait faire quoi ? Ça va faire depuis le Covid 2020 que j'ai commencé le recrutement, moi, donc c'est pas si, enfin c'est quand même assez récent finalement. Ça fait 6 ans. T'en as complété des câbles et qu'on fait des cabanes en forêt, et du coup t'as fait faire du recrutement pendant le Covid. Ouais, pour le coup, c'est vraiment, c'est pas quelque chose où je suis tombé un peu par hasard dedans, mais c'était vraiment une volonté de ma part. Je viens de l'hôtellerie, moi, de luxe de base. Et je recrutais, mais je faisais n'importe quoi à l'époque. Mais je voyais les conséquences que ça avait, tu vois, de recruter dans l'hôtellerie et le carnage qu'il y avait derrière sur le chiffre d'affaires, et, tu vois, sur l'ambiance qu'il y avait dans les équipes, etc. Mais finalement, c'est ce que j'aimais faire et j'ai voulu switcher, ouais, donc en 2019, fin 2019, pardon. Et j'ai basculé dans le recrutement où je me suis énormément formé seul, plus passage aussi quand même de certification avec LEDR notamment. Mais j'ai quand même pas mal bossé de mon côté et je suis monté en compétences énormément sur la partie technique parce que c'est ce que je préfère dans le recrutement. Et j'ai bifurqué donc dans le recrutement sur du cabinet. J'ai commencé ma carrière en cabinet et de fil en aiguille, j'étais déjà dans un mood assez RecOps sans avoir le nom. Je l'ai découvert un peu après, mais j'étais vachement là-dedans, dans la recherche d'automatisation, etc. dès le début de mon poste, mon premier poste. Et je suis monté comme ça sur cabinet de recrutement, poste de RecOps à part entière. Oui. Et après, et voilà, aujourd'hui, je suis en interne. J'ai changé un petit peu parce que le cabinet ne me plaisait pas forcément. Allez hop, t'es dans le cabinet. C'est ça. Et maintenant, je suis en interne chez Equino, donc une filiale du groupe Havas, où je suis recruteur senior. Ouais. Ok. La partie suivante, tu le sais, dans toute la saison 4, c'est des questions aléatoires qui sont générées. Donc, je t'en vais t'en poser une, tu m'en poseras une, et on refera une deuxième fois. On fera une deuxième itération. Il y a 100 millions qui tombent sur ton compte, 100 millions d'euros, mais t'as que 10 minutes pour les utiliser. Qu'est-ce que t'en fais ? Écoute, je pense que j'investis dans l'immobilier. Du coup, vu qu'on y est, en plus on est chez Groupe Launay, j'investis dans l'immobilier. Ouais. Comme ça me fait des rentes directes. Cet épisode n'est pas sponsorisé par le Groupe Launay. C'est très drôle parce qu'on y tourne. Mais j'avoue, c'est malin. Genre, tu mets tout d'un coup, t'appelles un commercial chez eux en mode j'ai 100 millions, allez hop, dans quoi vous le mettez. J'aime bien. Je te laisse du coup me poser la deuxième. Tu vas me poser cette question-là. Si du jus coulait dans vos veines, qu'est-ce que ce serait ?
En tant qu'habitant des Bauges, ce serait de la tome des Bauges, évidemment. Du jus de lait, tome. en fait. Du lait des vaches de mon voisin. Genre, mon voisin est un éleveur laitier, ça serait du lait de ses vaches. Okay, Ce qui ferait de moi une vache qui est hyper chelou, mais la première vache recruteur, ça serait du jamais vu. Deuxième question pour toi. Si tu avais une arme personnelle unique, un peu comme le marteau de Thor, ça serait quoi cette arme, ce serait quoi son nom? Ça serait... non, moi, ça serait plutôt le bulldozer de Meximieux. Enfin, j'habite à Meximieux. J'adore. Ça fait très nom de catcheur. C'est vrai. Le bulldozer de Meximieux, genre. Il casse tout sur son passage. Le bulldozer de Meximieux. Toi, t'arriverais, tu fais wow. J'adore. Pardon, je suis allé trop loin. Deuxième question que je te laisse me poser, c'est celle-ci, et après on sera bon cet exercice. Ta quête secondaire de rêve. Alors, c'est un truc, j'aimerais vraiment trop faire ça un jour. Un jour, il faut vraiment que je me lance. J'aimerais trop être glacier dans ma vie. Et du coup, après, je sais pas, je pourrais le faire en parallèle de mon job, c'est pas assez incompatible. Mais en saison, tu vois, genre juin, juillet, août, j'arrête le recrutement et je vends des glaces à la plage ou au bord du lac du Bourget. Non, il note. Ça pourrait être un side project. Ouais. Ça, c'est bien rentable en plus des glaces. Avec le lait de mon voisin. Mais du coup, de mes veines, de mes propres veines. C'est trop chelou. Ok, good. Merci pour ça. On passe du coup à la partie 1. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation, on va parler d'outils, on va parler de RecOps. Ouais. L'automatisation et les outils qui sont une des composantes, il y en a plusieurs, beaucoup, du RecOps. Première question pour toi. Beaucoup de gens font du recrutement parce que j'aime trop l'humain. Tu réponds quoi à ça? Pourquoi est-ce que ce serait bien d'automatiser des trucs dans le recrutement alors que c'est un métier d'humain? Donc par définition, c'est un métier qui n'est pas automatisable. Ouais, mais du coup, je pense qu'on la prend dans le mauvais sens, cette question, parce que tu vois, c'est justement parce que le recrutement est humain qu'il faut automatiser. Tu vois, je le vois plus comme ça, moi, pour le coup. Et je trouve qu'on fait une confusion où on croit que tout dans le recrutement relève de l'humain, et au final, tout ne mérite pas, tu vois, d'avoir de l'humain, tu vois, dans nos process et dans le recrutement, en fait. Et pour le coup, je trouve que, tu vois, on va automatiser le recrutement, et aujourd'hui, le recrutement moderne, il nous demande de faire énormément de tâches. Ça s'est modernisé, ça s'est structuré, etc. Donc je trouve que ça va dépasser, tu vois, ce qu'on peut faire humainement parlant sur, tu vois, on va demander des tâches de marketing, relations école, le sourcing, l'admin RH, etc. Et relancer les managers, etc. Comment ? Relancer les managers. Relancer les managers. Et je trouve que tu gères trop de choses en parallèle, tu vois, et c'est ce qui va faire que tu vas déshumaniser pour le coup. Parce que tu n'auras pas la même cadence, parce que tu es fatigué, etc. Ou tu vas avoir un recruteur à 9h du matin et celui à 18h, tu ne vas pas le prendre de la même manière, tu vois, si tu fais tout à la mano, surtout sur des tâches répétitives et redondantes. Donc finalement, moi, je le prends un peu dans l'autre sens, en disant que voilà, je vais automatiser pas tout, effectivement, tu vois, il faut rester quand même assez clair là-dessus. Mais c'est ce qui va te permettre de rester profondément humain au final, tu vois. C'est plutôt comme ça que je la prendrais, cette question dans l'autre sens. Est-ce que tu penses que comment je dirais, genre, toutes les boîtes s'automatisent toutes de la même manière? Non, ça va dépendre des process. Tu veux dire, dans le recrutement, là, c'est sur la partie... ça va dépendre... Chaque boîte, tu sais, a ce process au final. Et donc, tu ne vas pas automatiser de la même manière. Et déjà, au niveau de la boîte en elle-même, tu vois, si c'est une grosse, une petite, une PME, une start-up versus un grand groupe, différentes façons de travailler, pas la même stack d'outils, etc. Donc, tu vois, tu as pas mal de paramètres qui vont entrer en jeu, qui fait que soit tu peux ou pas automatiser. Et les process sont tellement différents que voilà, c'est pas forcément les mêmes choses au même endroit que tu veux automatiser, tu vois, en fonction de la boîte. Donc ouais, ça va dépendre. Tu vois, moi j'étais en cabinet par exemple et en interne, ça fonctionnait déjà pas pareil. Oui, en plus c'est presque pas le même job quand tu penses en cap. Exactement. En côté cap, tu dois aussi gérer les côtés clients. T'as une double, triple vente que tu dois faire par rapport à l'interne, donc c'est un peu galère quoi. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais, je te racontais quelques clients que j'accompagnais et c'est assez chouette, et tu me disais que ça crée de la charge mentale. Est-ce que l'automatisation sert justement à soulager ça, ou c'est quoi le rapport entre charge mentale du recruteur qui a 12 000 trucs à faire et automatisation? Ouais, ce qui crée de la charge mentale, tu vois, c'est toutes ces tâches répétitives qu'on dit, tu vois, les relances, faire du sourcing, enrichir ta donnée, faire du reporting data, etc. C'est ça qu'il faut qu'il ait, dans le sens où tu peux t'enlever cette charge mentale et te dire ok, il y a des choses qui sont automatisées. Ça veut pas dire que tu dois pas avoir un œil dessus,
mais ça peut s'automatiser pour que tu te concentres sur d'autres projets, tu vois, à plus forte valeur. Ça peut être des projets dans ta boîte, ça peut être, comme on dit, effectivement, la relation avec les candidats, etc. Mais c'est cette charge mentale-là qui t'épuise. C'est de refaire, tu vois, systématiquement la même chose sur des trucs où tu pourrais te dire, ok, si je fais tout le temps la même chose, je l'automatise, je vérifie si c'est ok, mais au moins comme ça, tu peux te concentrer sur d'autres tâches qui sont quand même assez cool et, enfin, tu vois, plus quali, plus sympa à faire dans ton quotidien. Et on en parlait là. Trop bien. Ou alors trouver, tu vois, et t'as toujours un moyen de trouver dans une boîte, tu vois, le moyen de solutionner une problématique par une automatisation, une semi-automatisation, enfin, tu vois, faire 80% du job, c'est déjà pas mal. Sur certains, sur certains sujets. Tu fais un Pareto et tu n'es pas obligé de tout automatiser. Du coup, c'est une bonne transition parce que je voulais te demander, c'est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, qu'est-ce qui est automatisable? D'ailleurs, est-ce que tu me dirais, est-ce que 100% des choses sont automatisables dans l'absolu? Et est-ce que tu as une sorte de... Comment tu décides ce que tu automatises et ce que tu l'automatises pas? Est-ce que tu as une sorte de matrice de décision, de process de décision en mode ça j'automatise, ça non, ça à moitié? Enfin, comment tu t'y prends pour choisir quoi automatiser? Je t'aurais peut-être pas dit ça là, il y a 2-3 ans, enfin il y a même 4-5 ans quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, techniquement parlant, je pense qu'on peut tout automatiser parce que la barrière, elle a quasiment disparu à l'entrée, techniquement parlé. Le recruteur va être remplacé par l'IA. Très en danger. Ou il va être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'IA. Ok. Mais ouais, concrètement, tu vois, on peut quasiment tout automatiser. Et d'ailleurs, ça me fait penser... ça m'a fait penser à toi là, avant le podcast. Je suis tombé sur un outil il y a pas longtemps, je l'ai pas testé parce que même je pense qu'en France ça va être compliqué, mais qui s'appelle Tener.ai. Je sais pas si ça te parle. Où là, tu vois, typiquement toute la chaîne du recrutement est automatisée, enfin pratiquement. C'est comme Jack and Jill, c'est ça un peu? Non, en gros, mais je pense, enfin, de là que ça marche chez nous et même moi je l'utiliserai pas, mais pour te dire un peu que tout est automatisable, tu as un outil donc le Tener.ai là où tu vas lui donner un input, ça va être un job. Enfin, tu vois, une description, des infos, etc. En input de tes critères. Derrière, il va les sourcer. Bon, ça encore, tu as des outils qui vont le faire. Ils vont sourcer sur des bases, etc. Mais donc, tu sais pas où. Tu sais pas vraiment. Ouais, voilà. Sur le dark web. Tu sais pas, de web, GitHub, etc. Tu vois, sur leur base. Derrière, ça va te mettre un scoring de profil, tu vois, plus ou moins pertinent, enfin, à checker. Derrière, ça va envoyer un message de Précalia avec un lien pour faire une Précalia, un peu comme Jack and Jill, tu vois, comme tu me parlais tout à l'heure. Derrière, ça va te scorer en fonction des précales, te ranker les profils, et à toi, un peu comme à la Tinder, tu vas dire, bon, celui-là, je veux, celui-là, je veux pas. Okay. Et derrière, ça t'orchestre la partie process, tu vois, entretien, caler les entretiens dans les agendas, etc. Donc, tu vois, tu as déjà quand même énormément de process. Dans ton process, tu as quand même énormément de tâches. Qui reste humain dans ça, quoi. Ouais. Et je tombe sur ça la dernière fois, et bon, je me suis dit, de là, ça doit être un truc encore, tu vois, aux États-Unis. Chez nous, ça va être forcément un truc américain. Et le mettre en place derrière, c'est un autre débat, mais en tout cas, pour te dire que, l'automatisation, techniquement parlant, maintenant, tu vois, enfin, tu peux quand même faire énormément de choses et tu peux presque tout automatiser au final. Okay. Après, ça ne veut pas dire que parce que c'est possible, tu vois, est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est notre question. Et pour le coup, moi, je fais pas partie des profils qui vont vouloir tout automatiser comme un salarié. Ouais. Comment, du coup, tu choisis ce que tu automatises et ce que tu automatises pas? Admettons, je sais pas, demain, je te mets... oublions, du coup, le cadre actuel, du coup, c'est plus simple. Genre, dans un cadre fictif, je te mets, tiens, on va prendre un client au hasard, Bureau Veritas, à Champagne-Mont-d'Or. Tu deviens responsable de recrutement chez eux. Ouais. C'est absolument pas lié au fait que je suis en mission chez eux aujourd'hui. Pas du tout. Du coup, tu prends un sur cette boîte, tu deviens responsable de recrutement chez eux, t'arrives et on te dit, tiens, automatise des trucs, automatise pas. Comment tu choisis ce que tu automatises et ce que tu gardes? C'est quoi tes critères de choix là-dessus? D'abord, tu audites un peu les process. C'est ce qui va te donner un peu la guideline de qu'est-ce qu'on va devoir automatiser. Et après, tu vas chercher plutôt les pains, tu vois, enfin les frictions que vont avoir les recruteurs dans leur quotidien. Moi, je vais plus le chercher comme ça. Donc, ça va plus être peut-être aussi des fois des tâches isolées, tu vois, que tu vas devoir solutionner. Mais généralement, tu vas chercher quand même les tâches répétables, tu vois. Comme je disais, l'enrichissement de profil, la qualif, tu vois, le reporting, la mise en jour du CRM, ces choses-là, c'est généralement les choses qui reviennent tout le temps dans une équipe de recrutement, mais c'est ce que tu vas aller chercher. T'as ces idées-là d'aller chercher l'automatisation. T'as l'automatisation aussi avec l'humain derrière. Tu vois, ces tâches-là, c'est du déterminisme. T'as pas besoin d'être derrière pour checker. T'as des automatisations qui sont un peu plus touchy, je trouve. Sur ce qui se passe là aujourd'hui, tu as pas mal de débats là-dessus, tu vois, sur la préanalyse de CV, le scoring basé, tu vois, sur le parcours, pas le droit de faire aussi. Sur le droit, en tout cas, Union européenne, tu as plein de trucs qui sont interdits. Bon, le reste des pays, ils n'ont pas de régulation, donc c'est YOLO, c'est le Far West. Mais oui, là. Mais tu vois, tu as des ATS qui le mettent en place, mais c'est comment ça se passe derrière, etc. Donc là, bon,
c'est un autre sujet sur plutôt la gouvernance, tu vois, l'explicabilité, comment t'expliques tout ça. Mais il y a des choses qui vont s'automatiser avec le human in the loop, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'humain qui va entrer dans la boucle pour la validation de chaque étape. Rien n'est fait sans check humain. Quoi. Exact. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Mais ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher en gros les goulots d'étranglement, les problématiques, et c'est est-ce que c'est faisable ou pas, tu vois. Tout n'est pas faisable aussi tu vois, c'est pas parce que tu as une problématique que tu vas la solutionner forcément avec l'automatisation. Après, c'est à voir comment tu peux faire. Mais ouais, je vais le marcher comme ça. Trop intéressant. Et comment tu réussis, comment tu vas évaluer si un process d'automatisation, un truc que tu auras automatisé, c'était une bonne chose de le faire ou pas? C'est quoi les KPI que tu regardes quand tu automatises un truc? C'est le temps gagné déjà sur est-ce que tu vois tu as gagné du temps sur ce que tu fais, est-ce que tu peux te concentrer sur autre chose. Après c'est difficile, tu vois, d'aller mettre des KPI sur des automatisations, des sujets récops, tu vois, c'est quand même assez quali, plus que de mettre un KPI, tu vois, pur et dur, etc. Mais moi je vais le voir plus sur est-ce que j'ai amélioré déjà la vie du recruteur en face de moi, est-ce qu'il se sent mieux, est-ce qu'il va plus vite. Typiquement, tu vois, quand j'étais en cab, le fait d'automatiser, c'est ça. Là, un des KPI, c'était où tu le voyais, c'était que chaque recruteur pouvait prendre un poste ou deux en plus. Juste, ce qui est énorme dans un cab, tu vois. C'est ouf. Et en termes de valeur derrière, tu peux le monétiser en plus parce que si tu en deux, tu dis, c'est 15 cas le placement, tu as 30 cas le plus. C'est ça, tu vois. C'est une dinguerie. Et ça, c'était parce qu'on automatisait, tu vois, toute la partie prospe commerciale, parce que souvent, tu es 50-50 entre tu dois faire de la prospe de manière continue, etc., et délivrer les candidats. Moi, je focusais beaucoup sur la prospe, ce qui fait qu'ils gagnaient énormément de temps, tu vois, et ça nous permettait, par exemple, de prendre un poste ou deux par recruteur. On était 7 dans la boîte, tu vois un peu l'idée, ouais. C'est comme ça un peu que, voilà, j'arrivais à savoir si c'était bien ou pas. Il y a eu plein de choses aussi qui marchaient pas, mais ce genre de choses, tu vois, fonctionne, tu vois. Et est-ce que sur ça, c'est quoi un peu ta zone à pas traverser? Est-ce que toi, tu mets une barrière, qu'elle soit technique, économique, écologique, éthique, j'en sais rien, philosophique, ce que tu veux, art plastique? Est-ce qu'il y a une barrière que tu te mets, que tu franchis pas, en mode ça, j'automatiserai pas? Ouais, en fait, c'est plutôt, tu vois, l'automatisation trop haute. Je trouve que ça crée un peu une illusion, tu vois, du rationnel. C'est le score, tu vois, la note. Donner un score, une note, un classement, tu vois, tu arrives très haut dans le process de recrutement, et je trouve que ça te donne une impression un peu de décision rationnelle, au final, ce truc-là. Mais en gros, le danger, c'est que tu fais confiance dans l'outil. Et ça, tu vois, ça me dérange parce que comment tu as fait le scoring, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le score en soi, c'est comment il a été fait, ce score-là. Et là, tout de suite, ça devient plus flou, tu vois. Et même si tu fais le test, par exemple, toi-même, tu prends un LLM que tu aimes bien, je sais pas, ChatGPT, Claude ou quoi que ce soit. Je sais pas si tu as déjà fait le test, mais tu anonymises des CV. Tu les mets, tu promptes et tu lui demandes de scorer. Tu lui renvoies la même chose, il va pas te donner le même résultat. Et quand il va te scorer, si tu écoutes bêtement ce qu'il va te dire, tu vas peut-être passer au bout de 4 profils que toi, tu aurais mis en process, il va te dégager parce que tu as mal prompté, tu n'as pas mis assez de critères, etc. Tu vois. Et pour expliciter, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, sur un prompt, ce que tu veux dire à l'oral, des fois c'est compliqué. Voir, tu vois, des parcours un peu différents, etc. L'IA va pas forcément le voir. Et quand tu testes, ne serait-ce qu'un petit test comme ça sur un outil, tu vois que le système est un peu biaisé, ou tu passes à côté, etc. Donc moi, voilà, ça va être des points où je vais pas aller, tu vois, c'est sur ces automatisations-là. Ou alors vraiment, je vais mettre un human in the loop, des guardrails, tu vois, pour dire, ok, go, pas go, tu vois. Mais on est sur des sujets comme ça, tu vois, avec nos ATS. Après, une des exceptions, ça va être quand c'est des critères qui sont en gros tellement objectifs, rationnels, en mode genre binaire, que l'IA peut pas se tromper. J'en sais rien. Si le salaire est en dessus de 45K dans tes prétentions, alors du coup c'est non. Ça c'est un truc que c'est binaire. Normalement ton IA normalement elle va te Normalement. Et quand tu commences à avoir des profils, tu vois, avec du soft skills, avec un parcours un peu différent, ou même avec des skills que tu attends, tu vois, même des hard skills, où tu te dis oui, mais il y a des compétences transférables, même s'il n'a pas tout de suite, tu vois, l'outil en question ou la techno en question. Tout ça, l'IA, si tu lui promptes pas, déjà il va pas le voir. Et même si tu lui promptes, tu vois, ça peut être compliqué. Tu vas forcément passer aux côté de critères, etc. Et tu n'auras que les patterns que tu auras potentiellement identifiés toi. Si tu réalises, j'en sais rien, que des anciens cuisiniers sont incroyablement bons en sourcing, du coup ça peut prendre ça va te voir un ancien cuisinier, ça va te dire celui-là il est bon en sourcing. Tout le type il a peut-être pas envie de faire ça, mais du coup peut-être que l'IA va te mettre au haut de la pile parce qu'elle a déjà vu un pattern que tu leur as toi appris ou qu'elle aura identifié elle-même, quoi. Ok, t'as d'autres choses que tu automatises pas du coup, à part le tri comme ça? Non, après
Bah après, ce que je vais pas automatiser, enfin, c'est plutôt en termes de ce qui est possible ou pas dans ton entreprise, tu vois. C'est plus là où je vais avoir un frein sur les automatisations. Mais après, comme je te dis, il n'y a pas vraiment de limite, à part la limite un peu, quand je vois qu'il y a un peu un biais, où j'arrive pas à savoir comment l'IA se comporte, tu vois, sur des sujets. Mais sinon, non, j'automatise tout ce que je peux et qui va me rendre la vie facile, hein, franchement. Okay. Ouais, dès que tu peux. Tu as sûrement dû voir cette image là où tu vois ou même tu as des générateurs de temps gagné quand tu automatises un truc, genre tu mets le temps que tu passes à le faire, tu mets le temps que tu mets à faire par jour ou par semaine, et tu te mets le calcul sur une vie entière et t'es là genre waouh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Trop marrant, mais tu vois, mais il y a un truc paradoxal avec ça, c'est que on dit toujours que l'automatisation ça va te faire gagner du temps, mais tu sais que plus j'automatise et le fait que on a rentré l'IA là depuis 2-3 ans et qu'en fait je me suis tout de suite engouffré dans l'IA. Bien sûr. Mais en fait, je me rends compte que je pense que je perds beaucoup plus de temps qu'avant parce que tu peux produire plus et parce que tu veux faire toujours plus quali, etc. Et au final, je pense que je perds plus de temps. Alors oui, c'est quali à la fin, tu vois, mais je pense que je perds plus de temps. Ta charge cognitive, elle explose. Un excellent article partagé sur ta commu, la communauté dédiée à l'IA et recrutement. Et justement, c'est une étude de mémoire, je crois que c'est Harvard, qui ont justement montré que ça te augmente ta charge cognitive parce qu'en fait, du coup, avec de l'IA, tu as l'impression de bosser. Donc du coup, tu lui parles en mode de chat et du coup, t'es là en mode c'est presque un pote, tu vois. Du coup, t'as l'impression que tu bosses alors que du coup, ta charge cognitive elle s'arrête pas et que du coup, en fait, tu vas tellement être à vouloir améliorer, comme tu dis, tes process, toujours faire plus, que du coup, au final, cette promesse de temps gagné, économisé, en fait, du coup, tu vas le faire disparaître derrière une optimisation constante et permanente. C'est ça. Et tu deviens ouf. Tu deviens ouf, c'est ça, exactement. Pour l'instant, la promesse, elle est pas à 100% là et beaucoup de gens, je pense, sont en train de s'en rendre compte aussi. Et t'as aussi même des trucs, c'est des fois, t'as plein de vendeurs d'outils qui te promettent des cas d'usage incroyables qui vont te résoudre. En fait, c'est pas un vrai besoin. Et tu crées un faux problème sur lequel tu crées une solution. Et à tous les coups, c'est peut-être pas dingue, mais ça serait une bonne transition vers les outils. Ok, trop bien. D'autres trucs à dire sur l'automatisation avant qu'on passe à la partie 2 qui est logique, c'est qu'une fois que tu sais ce que tu automatises, avec quel outil tu fais ça, on va y venir. Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Enfin, des trucs à rajouter sur le côté automatisation? Non, automatisation, comme je disais, ce que je trouve important, c'est toujours la validation humaine. Tu vois, j'en parlais avec une collègue la dernière fois, elle utilisait un tool pour la prospe, et en fait, cet outil, c'est pareil, tu mets en input tes infos, et en fait, ça fait un peu comme un système de RAG, où ça va les piocher dans un peu ta base. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le RAG qui nous le RAG, c'est en gros, tu as une base de données, des informations que tu donnes à l'IA, et dans lequel elle peut aller piocher, donc elle comprend ton contexte, etc. Pour donner un exemple concret, imaginons que tu es dans une team RH, tu donnes à l'IA toute ta base RH, c'est-à-dire toutes les informations sur les projets RH, l'admin, des sujets un peu plus touchy, c'est là où ça peut rentrer dans des sujets un peu complexes, mais des données personnelles, etc. Mais sans aller là-dessus. Non. Si on prend vraiment, en changeant d'exemple, en prenant le recrutement, tu donnes tes projets de recrutement, tes pitch candidats, tes briefs, etc. Tu vois, ça, tu les mets dans une base de données et après, tu t'interroges l'IA de manière naturelle. Et du coup, ça hallucine pas. Et ça vient chercher vraiment tes infos spécifiques dans tes bases de données. Voilà. Trop bien. Pardon, j'ai coupé en plein. Tu disais quand tu utilises du RAG. Et je te disais quoi? Et en gros, l'outil va aller prendre des informations sur toi, sur la base de données, etc. Et va générer des messages d'approche. C'est plus pour la prospection commerciale, mais tu pourrais l'utiliser finalement pour la partie candidat. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est que donc tu lui donnes ton entrée, voilà ce que tu veux faire. Il va aller chercher les informations sur toi, sur ta boîte, et il va générer des messages et les envoyer, mais sans que toi tu le contrôles. C'est-à-dire que lui, il va t'envoyer les messages. Et en fait, c'est là où ça peut être trompeur, c'est qu'il va chercher des informations, il t'envoie des messages bateaux, où il va chercher des infos de ta boîte qui sont complètement à la masse par rapport au profil que tu contactes. Et ça, il te le fait at scale. Donc à l'échelle, t'envoies ça sur 100, 200 profils, tu vois, un peu comme quand on parlait du sourcing, tu sais, où tu faisais un peu n'importe quoi et t'automatisais à l'échelle. C'est le même principe, tu vois. Et si tu mets pas l'humain entre pour dire, attends, il faut que je valide ce que tu es en train de me sortir, ça part et voilà, carnage derrière. Donc on en parlait là, tu vois, ça me fait penser à ce parallèle-là, mais hyper important, quoi. C'est très drôle du coup parce que c'est une très bonne transition vers le jeu du jour que j'allais te poser et sur lequel tu es tombé, donc c'est marrant parce que tu vas peut-être faire un peu redite mais tu vas pouvoir aussi développer. Le jeu du jour du coup qui t'attend avant la partie 2 s'appelle le tribunal du recrutement.
Le tribunal de recrutement, c'est très simple. On va juger un concept. Par exemple, les posts LinkedIn avec des photos de soi sur la plage pour faire du buzz. Et tu devras dire si le concept qu'on va juger est un concept qui est coupable, donc il faut que ça disparaisse, ou qui est innocent. En gros, on peut le garder. Le concept que tu dois juger aujourd'hui est le suivant. Du coup, tu vois, c'est pour ça que c'est une très bonne tradition. Un outil de sourcing automatisé avec des bases de données dont tu ne connais pas à 100% la source, mais qui te fait gagner 10 heures par semaine. Tu dois juger si cet outil-là, il est coupable ou innocent, du coup. Ouais, ok. Tu sais pas d'où viennent toutes les sources, mais il te fait gagner 10 heures par semaine parce qu'il va sourcer tout seul efficacement. Il va faire des bons messages, des bonnes relances. Ok. Écoute, le Virgile d'il y a 3 ans t'aurait dit innocent, mais là, non, coupable pour le coup. Parce que du coup, il n'y a pas la preuve des sources. Il n'y a pas la preuve des sources, tu sais pas où ça va, etc. Et avant, tu vois, j'étais pas très regardant là-dessus. Je suis rentré dans une boîte où on a des gros contrôles et il y a la sécurisation des données, tu vois, c'est vraiment un enjeu. Et j'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus, je m'y suis mis, et coupable pour le coup. Le tribunal du recrutement a rendu son verdict. Coupable, adjugé vendu. Non, c'est pas adjugé vendu. Merci pour d'avoir joué le jeu du tribunal. Merci pour cette belle plaidoirie. Partie 2, on passe du coup sur outils et process. Donc en gros, une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait automatiser, pourquoi on a convaincu les gens d'automatiser, qu'est-ce qu'on automatise et de quelle manière, question c'est quoi qu'est-ce que tu fais quand admettons tu m'as dit allez, on va automatiser l'envoi de relance après des messages d'approche. Si on prend ce cas particulier, qu'est-ce que tu fais étape par étape avant d'automatiser quelque chose ? Bon, déjà, d'une part, je commence pas par l'outil. Quand je vais automatiser, en fait, non, j'ai un process, moi, qui est assez, comme je te disais, c'est j'identifie la problématique. Donc les messages, tu me disais automatiser les messages parce que ça prend du temps et les relances. Tu identifies une friction en fait que tu vas avoir dans ton équipe. Et à partir de là, je vais commencer à imaginer un flux, moi. Donc le flux, c'est, tu vois, grossièrement, je commence à mind mapper, enfin à mapper mon process, à comment je vais le faire, etc. De manière assez grossière. Et après, derrière, je vais commencer à réfléchir, tu vois, à quel outil, comment je vais le faire, et je vais commencer à prototyper. Donc, mais tu vois, pour donner les derniers exemples que j'ai fait, ça va être j'avais fait un post d'ailleurs là-dessus, c'était le nurturing, tu vois, sur un Jarvis sur la TS, où je voulais faire plutôt message d'approche et nurturing, tu vois, je voulais coupler un peu les deux. C'était ça, c'était ma problématique, c'est quoi ? C'est comment je veux nurturer de manière qualitative, tu vois, dans un outil qui est Jarvis. Maintenant, une fois que je me suis donné, ça c'est mon pain, c'est j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de le faire de manière semi-automatisée entre guillemets. Derrière, une fois que j'ai trouvé ça, c'est comment je vais le construire. Là, je commence à le construire moi, tu vois, sur un outil. Moi, généralement, j'utilise Whimsical qui me permet, tu vois, de cartographier le truc et de pouvoir me processer. Je commence à me le créer et après, je vais le prototyper donc avec mes outils d'automatisation, etc. Donc, tu fais une sorte de POC, tu vois ce qui marche, JITER, etc. Donc, tu passes quand même pas mal d'heures. Et après, tu vois, quand tu as un mini POC, un mini MVP, tu vois, qui fonctionne, et go, tu vois, tu peux implémenter. Et après, tes collègues regardez, j'ai créé ça. Voilà, et après tu montres, c'est trop stylé, regardez, etc. Et après, est-ce que tu implémentes pas, est-ce que tes collègues trouvent ça cool ou pas, tu vois, ils pourraient te dire c'est trop naze, c'est nul ton truc, garde-le. Pourquoi t'as fait ça ? Mais c'est un peu, tu vois, cette étape de je réfléchis à la friction, je cartographie, je dessine un peu le process, et ensuite je choisis l'outil. Et après j'essaie de le faire. Tu veux dire que tu ne fais pas avoir par le marketing qui te vend des outils incroyables Si, quand même. Si, aussi. Un petit peu des fois. Ok, trop bien. Et ça, quand tu es dans une équipe, est-ce que ce travail notamment de cartographie, tu peux le faire plutôt en collectif ou toi c'est plutôt dans ton habitude de RecOps, tu prends ce problème entre guillemets pour toi et tu le fais dans ton coin et tu balances la solution, ou comment tu itères ? Est-ce que c'est collectivement ou individuellement ou un mix des deux ? Ouais, c'est un mix des deux, parce que tu vois, le concept de culture du changement, acceptation de l'outil et de changement de process. Donc, au début, je faisais l'outil, tout était clé en main et je disais, voilà, on va utiliser ça. Donc, tu te rends compte, tu te manges des murs, tu te prends 2-3 claques, tu dis, bon, je vais changer un peu la donne. Et là, je le faisais en co-construction. Mais généralement, ce que j'aime bien faire, moi, c'est créer un POC, montrer que ça marche, et après, on va le construire, tu vois. Mais après dupliquer et tu as une partie d'automatisation que tu vas pouvoir créer qui vont être duplicables sur un autre process, même si c'est pas exactement le même process, mais si c'est un truc qui ressemble. Enfin, tu sais, aujourd'hui, je crois que tu utilises un peu Claude, du coup, le concept des skills, c'est ça, en gros. Tu vas créer une sorte de truc qui va être, de compétences qui va être refaite encore et encore. Du coup, là, l'automatisation, je suppose qu'une partie de ce que tu crées, tu peux répliquer une partie d'automatisation sur d'autres cas d'usage qui sont pas exactement les mêmes. Genre la relance de messages d'approche, je peux le faire pour des hiring managers qui te répondent pas. C'est la même chose. C'est genre quelqu'un me répond pas, je leur relance jusqu'à ce qu'il me réponde
répondre. T'as peut-être une mini tâche à changer, etc. Mais effectivement, et puis des fois, tu vois, j'ai eu des gros, des gros fails dans ce que j'ai fait qui fonctionnaient pas du tout. Mais finalement, tu as quand même toujours quelque chose à récupérer dans une auto. Ouais. Avant qu'on passe du coup à tes fails, est-ce que tu as des... j'aime bien les fails. T'aimes bien les fails. J'aime genre, j'ai échoué. Est-ce que tu as des recos d'outils que tu pourrais faire aux gens qui nous écoutent et qui se disent, moi j'ai trop envie de faire comme Virgile et d'automatiser ma vie entière et de tout processer et de tout utiliser. Qu'est-ce que tu recommandes? J'ai pas forcément d'outils particuliers que je vais utiliser. En gros, je vais avoir vraiment les outils de base, tu vois, du recrutement, comme on a tous, mon LinkedIn recruteur, etc., ton ATS. Et après, je vais plus utiliser des outils satellites en fonction de mes problématiques. Okay. Moi. Donc, j'avais fait, tu vois, j'ai une grosse base que j'ai depuis 2020 où je mets plein d'outils dedans. Et en fait, je vais piocher à chaque fois, tu vois, dès que j'ai un besoin. Oui, qu'est-ce que tu veux. Mais non, ouais, j'ai pas un outil. Le seul outil là que j'utilise et que je trouve vraiment très très cool en ce moment et qui répond à pas mal de problématiques, un outil agentique qui est Dust. Où là, tu vois, je sais pas si t'as vu, mais je suis un peu dans une série de posts, tu vois. Mais ouais, là, c'est l'outil que je recommande parce que je le trouve hyper cool, tu vois, pour créer des agents de manière collaborative en équipe. C'est assez sécurisé, ouais, c'est français et tout. Donc, tu vois, si je devais recommander un outil, ça serait celui-là. Donc, Dust, qu'on mettra en description. Si Dust veut sponsoriser ce podcast, il est déjà sponsorisé par Tim Taylor, qui est le meilleur ATS du monde. Mais oui, c'est vrai que utilise Tim Taylor. Trop bien. Voilà, c'est pas pour ça que tu es invité. Je précise, vous pouvez venir dans TamTam si vous n'utilisez pas Tim Taylor. Et du coup, par contre, je vais vous convaincre d'utiliser Tim Taylor pendant le podcast. Ceci est une externalité négative qu'il faut être prêt, un risque qu'il faut être prêt à prendre. Du coup, tu disais, en effet, Dust, c'est très cool. Donc, tu as d'autres outils que tu recommanderais, par exemple, je sais pas, demain, si je veux tenter, admettons, toi, tu as beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des solo recruteurs ou des recruteurs indep qui ont pas mal de liberté sur des outils. Est-ce que tu as des outils d'automatisation pure que tu as essayé et que tu recommandes, par exemple? C'est pas forcément des outils d'auto. Après, moi, j'utilise les outils d'auto qui te permettent de plugger, etc. Make, N8N, etc. Enfin, tu vois, ce genre de tool. Mais maintenant, qui commence à... Enfin, tu vois, les outils comme Claude te permettent de faire des choses, tu vois, sans avoir besoin de... Je pense qu'ils ont les chocottes, les Make, N8N. Mais non, après, moi, c'est un outil, mais je suis un peu biaisé là-dessus, mais, parce que je le connais depuis longtemps. Mais Jarvis, je l'utilise depuis ses débuts. Donc... et je la relation directe avec les fondateurs, etc. Et c'est un outil que je trouve bien pour des solopreneurs, mais même pour des gens en interne. Mais parce que, oui, ils ont utilisé de l'automatisation, oui, là, ils mettent de l'IA, mais ils le mettent, tu vois, à bon escient, et ils l'ont pas fait à chaque fois qu'il y avait la hype. Ils l'ont fait, tu vois, ils ont vraiment travaillé derrière, et pour sortir des trucs ultra quali. Donc tu vois, ça c'est un outil que je vais recommander parce que vraiment, tu vois, il répond à plein de problématiques et tu peux faire, enfin moi en tant que geekos avec cet outil, tu vois, tu peux faire des trucs assez cool. Okay. Tu peux pousser l'outil, quoi. Donc, mais ce que tu dis, c'est important, c'est qu'à l'heure où l'IA est devenue hype et tout le monde en met partout, c'est bien d'en mettre que pour des bons cas d'usage. Et tu vois, typiquement, c'est, des fois, beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi t'aimes tant Tim Taylor? Tu vois, sur le côté IA, ils ont, je pense, le même approche que Jarvis, c'est qu'ils ne mettent de l'IA que dans les endroits où c'est intéressant. Où du coup, tu as la valeur ajoutée. Exemple, quand tu as conçu ta scorecard, du coup, ils vont te générer des questions qui répondent à ça. Mais du coup, ton intelligence humaine, elle a sorti à ça. Et après, ils vont t'aider sur le suite parce que c'est très chiant de créer des questions situationnelles et comportementales quand tu veux vraiment faire des choses. C'est relou. Et du coup, ils vont te mettre sur ça. Exemple, pareil, j'en sais rien, sur la création d'annonces. Si tu as un template qui marche très bien et juste que tu veux changer le contexte par rapport du coup à un autre département ou traduire dans une autre langue, du coup, ils ont plugué l'IA pour ça. Et du coup, je pense que c'est une bonne approche où pour moi, les ATS qui gagneront, c'est ceux qui mettront pas de l'IA partout, mais juste là où il y a besoin, où tu te dis, ça fait gagner du temps, quoi. Ouais, c'est ça, sur des tâches vraiment précises. Et c'est ça que j'ai aimé chez eux. Et ils étaient à contre-courant, tu vois, sur plein de trucs où tu partais sur de l'automatisation et tu te dis, attends, mais généralement, tu sais, les outils Lemlist, etc., tu pars sur... J'ai une auto, ça m'envoie tous les messages, etc. Eux avaient fait le pari inverse où tu devais justement, tu vois, être gardien de ce que tu fais, etc. Et finalement, ça a marché. Et j'ai trouvé ça trop bien, Ouais, t'es pas obligé d'en mettre partout et tu peux vouloir faire les choses à la mano, même pour des raisons aussi de... Enfin, je sais que c'est un sujet sensible, mais si tu utilises des fois des automatisations sur LinkedIn, tu peux te faire ban. Donc il y a pas mal de dangers là-dessus. Et de plus en plus, c'est en train de serrer les vis parce qu'ils se rendent bien compte que c'est dangereux pour eux et que t'as des outils qui vont même leur choper toutes leurs données. Des outils qu'on ne citera pas, qui sont des outils de sourcing qui te promettent la lune, on scrapé des bases de données LinkedIn entières et vendent ça. Et donc LinkedIn sert de plus en plus la vis, et donc il faut faire aussi gaffe à ce qu'on utilise. Donc faut pas tout automatiser parce que tu peux le faire, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc la boucle est bouclée. Et j'irai pas m'aventurer moi avec LinkedIn. Moi je l'ai fait avec tout début, je faisais n'importe quoi dans l'automatisation. Tu vois, je me suis fait ban de LinkedIn. Je peux te dire que ça m'a calmé et je vais pas recommencer là-dessus. LinkedIn, si vous nous écoutez, on vous aime bien et on vous respecte on n'automatise rien et on fait tout bien. Moi c'est terminé, j'ai plus d'extensions, j'ai plus rien. On a enlevé toutes nos extensions Chrome, on a un navigateur on utilise
utilise même Internet Explorer. Comme ça, on utilise l'écosystème Microsoft. Et dernière, liée à ça, une question que j'ai pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter des exemples hyper concrets, soit de trucs que tu aurais réussi, des trucs que tu aurais échoué total, genre du fail, ou un truc genre un peu intermédiaire, genre en mode t'as essayé et en fait tu étais moyen, donc du coup t'as pas utilisé. Ouais, je peux. Oui, j'ai eu des fails. J'en ai eu un il y a 1 an ou 2. C'était plus sur la partie sales, là, pour le coup. Ok. Mais j'étais chez Equino. Ok, ouais. Où, en fait, nous, on est une boîte tech où on fait des projets web et j'avais créé une automatisation dans mon coin de prospection pour Equino, mais qui avait rien à voir, tu vois, avec le poste de recruteur. Okay. Mais l'idée, c'était de se dire, j'avais trouvé un tool qui te permettait en fait de voir un peu la santé des sites internet. Donc tu balançais en fait une liste de sites internet et ça te donnait un scoring. Et ce score, il allait voir un peu, tu vois, les infos sur l'accessibilité, sur la latence quand tu rentres sur le site. Et en fait, tu avais plein de critères comme ça qui étaient revus avec un vrai reporting sur ce que tu faisais de bien, ce qui était bien, ce qui était pas bien sur le site. Et je m'étais dit, mais attends, mais c'est trop bien. En gros, tu vas rentrer en ramenant énormément de valeur quand tu vas aller prospecter, tu vois, ton potentiel prospect. Ouais. Où tu as ta liste de comptes d'entreprise avec leur nom de domaine, quoi. Et à partir de là, tu génères tout de suite le rapport. Et en gros, je m'étais dit, s'il est en dessous de C, enfin, tu vois, c'était un classement au niveau avec des lettres. S'il est en dessous de C ou D, boum, on shoot et on va contacter. Et derrière, on ramène énormément de valeur parce qu'on est pro là-dedans, on sait de quoi ils parlent et on a le rapport et on sait de quoi on parle tout de suite, tu vois. On leur apporte tout de suite leurs problématiques. Et je m'étais dit, waouh, c'est trop bien et tout, ça va cartonner. Je commence à faire une présentation à les membres du COMEX et j'essaie d'expliciter ça, mais tu vois, je voulais faire un partage d'écran, expliquer le truc, et en fait, ma connexion était pourrie et ils voyaient rien, donc je devais le faire à l'oral. Et en fait, elles n'ont rien compris à ce que j'avais mis en place. Du coup, elles me disaient, ouais, ça avait l'air trop bien, etc. C'est le type là ou ouais, c'était un peu ça. Et j'en ai reparlé derrière, tu vois, à la head of sales pour lui montrer. Et gros fail, elle prenait son poste pareil. Je m'étais dit, mais non, mais c'est trop bien, tu vois, ça va apporter de la valeur. En fait, tu vois, non, rien à voir. C'était pas le moment. Déjà, il y a le momentum aussi, peut-être, où je me dis, ouais, c'est peut-être pas le moment. Mais gros fail. Alors, je pense que, tu vois, typiquement, perso, je pensais qu'on allait, tu vois, ramener des leads, etc. Au final, on l'a jamais utilisé. On a pris un outil de SDR externe. Okay. Donc autant te dire. Donc ton temps n'a pas été rentabilisé là-dessus. En plus, ils ont perdu de l'argent avec un autre outil, quoi. Pas du tout. Mais double fail même. Double fail. Non, mais ouais, j'en ai vécu quand même pas mal. Pareil chez Elite, où je pensais être pareil innovant, tu vois, et avant-gardiste sur des sujets. Où là, c'était à l'époque. Aujourd'hui, tu me dirais non, mais attends, ça se fait en 2 secondes, c'est nul. Mais à l'époque, tu vois, en 2021, l'idée était de faire une vidéo assez courte où je scrollais ton profil LinkedIn. Mais pareil, à l'échelle. C'est-à-dire que j'avais une liste de noms profil LinkedIn. Et en fait, ils avaient chacun leur vidéo de 20 secondes où je scrollais le profil, tu vois, derrière leur profil. Quand tu sourçais ça, quand je les sourçais pour leur dire, ouais, je suis sur ton profil, etc. Trop marrant. Et je trouvais ça trop innovant. Personne ne faisait ça, etc. J'avais mis 1000 ans à le construire avec des tests, etc. J'avais passé des heures. Là, j'étais pour le coup récops, tu vois, pur. Je lance ça, on lance des campagnes, tout le monde y croyait, les CEO de la boîte, etc. On s'est dit on va cartonner et tout. Je lance le truc, je crois que je lance sur 100 profils, tu vois, le test. Et je pense que c'est mes pires taux de retour. Je pense que c'était les pires taux de retour que j'avais eu. Ils ont eu trop peur, les gens, peut-être. Et ça n'avait pas du tout marché. Demandé aux gens pourquoi ils n'aimaient pas les candidats. Non, mais j'avais aucune réponse. Après, c'est qu'on ne répond pas. Non, ils répondent. Ouais, aucune réponse. Par définition. Donc tu vois, test de campagne où des fois tu crois que ça va trop marcher, trop bien marcher. Et ouais, non, et autre sujet qui marchait bien, c'était le nurturing. On s'est un peu connu comme ça, tu vois, où là ça avait bien fonctionné. Et après, je l'ai dupliqué et après changer un petit peu la manière de faire. Mais tu vois, les win, ça va être gros win sur le nurturing parce que je trouve que c'est hyper quali et assez rare, tu vois, de mise en place. Ouais. C'est clair. Donc, où là, j'avais mis le nurturing en place et avec des automatisations qui partaient de notre ATS, etc. Okay. Et qui fonctionnaient plutôt bien. Oui, là, c'est vraiment utile. En plus, tu réponds à un vrai besoin, c'est que personne n'a fait du nurturing. Donc, du coup, une boîte qui le fait déjà, alors que le sourcing, franchement, c'était des techs. En plus, à l'époque, c'était pas de bêtises que tu recrutais. Ils en ont marre, de toute façon, que tu les chasses. Donc, que tu les chasses avec un message, un audio, une vidéo, un machin. Ils veulent juste savoir s'ils ont du télétravail et un bon salaire. C'est ça. Ils s'en fichent de ton message. C'est genre, coucou, 45K. Je scrolle ton LinkedIn. Ouais, super. Tu me fais trop peur. T'es trop bizarre.
bizarre, je vais te dénoncer à la DGSI, quoi. Non, ouais, là, c'était quand même sujet un peu qui changeait un petit peu et même assez puissant sur long terme, tu vois. Nurturing, ça va pas loin, ouais. Ok, est-ce que tu as encore un dernier cas pour la route d'un truc qui aurait marché ou un fail à nous raconter où tu te dis, tiens, ça faut que je partage ce truc-là? C'est le moment anecdotique. Non, un truc qui marchait, un truc tu vois, qui fonctionne et que j'ai trouvé cool. Je crois que je l'ai fait je te l'ai mis en article, tu sais, pour ta commu, mais c'est, on part d'un cas sur une formation où j'étais avec le marketing, rien à voir avec le recrutement. On discute, elle me parle de problématiques. Ouais. Je dis, mais attends, elle passe 2 heures à me dire, je galère à faire des carousels, etc. Je me dis, ça doit être faisable. Ouais. Et ouais, et derrière, tu vois, tu as des outils Google AI Studio pour le coup, j'ai utilisé. Là, peut-être que j'utiliserai Claude, tu vois. Mais l'idée, de dire, ok, je peux créer un petit POC, un petit truc qui va marcher, et je l'ai créé et ça fonctionne bien, tu vois. Donc, tu vois, c'est des quick wins. Ouais, t'as pas besoin de faire des trucs de malade. En soi, tu t'enlèves une problématique que t'as. La problématique, c'était des carousels. Tu vois. Ok, intéressant. On va passer après Est-ce que tu as fait le tour sur le côté un peu outil ou est-ce que tu as un autre truc à dire sur ce truc-là avant qu'on parle de 2 sujets d'après dans une 3e partie? Écoute, non, je pense qu'on... Ça te paraît bien? Ouais, on est pas mal. Si moi j'en ai une pour toi, tu dirais dans un process de A à Z, comment, enfin du coup tu as dit que tu cartographies du coup ce process, tu vas regarder l'étape 1 jusqu'à l'étape 43. Est-ce que tu penses que, là c'est un conseil que tu aurais donné aux gens qui nous écoutent, c'est quoi l'étape la plus automatisable de tout un process de recrutement entier? Si tu devais commencer par le truc le plus simple, tu commencerais par quoi? C'est quoi franchement, je sais pas. Tu parles de quick win, tu vois, genre est-ce qu'il y a un truc où tu dis tiens, ça on l'automatise, c'est facile? Ça dépend du contexte aussi beaucoup. Ouais, ça dépend franchement, ça dépend du contexte. Est-ce que tu as la maturité de ta boîte, tu vois, dans les process. Mais là typiquement, je viens de réussir j'ai fait avec Dust, tu vois, j'ai automatisé vraiment mon process qui me prenait du temps, c'est-à-dire que et je trouve que voilà, tu vois, par exemple, ça serait un truc que je pourrais dupliquer ailleurs, c'est à partir de la prise de brief, maintenant, une fois que j'ai fait la prise de brief avec mon manager, ça, je ne peux pas en déroger dans le sens, je ne veux pas le laisser ni à le faire. Je veux discuter avec mon manager. Mais une fois que tu as tout ça et que tu as un bon brief, je le mets dans mon agent. Et mon agent, en fait, j'ai créé un système où tu as un manager agent qui va aller faire appel à des sous-agents. Et en gros, tu mets ton brief et tu lui dis, à partir de là, je veux créer une annonce et faire des pitchs, mon pitch candidat sur tel poste. Et en gros, il va me créer mon annonce comme j'aime, comme je veux. Il va me créer mon pitch candidat, il va me créer des messages d'approche, etc. Et maintenant, tu vois, où tu pourras aller même plus loin, etc. Là, pour l'instant, je me suis arrêté là-dessus. Mais tu vois, ce process qui me prend du temps, parce que généralement, quand je vais prendre un poste, on va aller devoir faire un brief. Donc, on récupère le brief, mais moi, généralement, je vais faire un pitch candidat, tu vois, avec les USP, enfin, tu vois, les key selling points qu'on va mettre en place, tu vois, donner un peu de la valeur au profil. Il y a mes messages d'approche, il y a l'annonce, etc. Tu vois, tout ça, ça me prenait du temps. Même avec l'IA, je le faisais séparément, etc. Là, typiquement, tu dis, je veux juste faire l'annonce pour tel profil. Ouais, ça déroule le reste. Et il déroule. Donc, tu vois, c'est des choses... Mais c'est des choses qui arrivent maintenant, que je fais maintenant, ou que j'aurais galéré à faire, tu vois, il y a un an. C'est des choses que je trouve hyper cool et typiquement ça t'enlève, tu vois, des problématiques que rencontrent j'imagine là tous les recruteurs. De fou, 100%. Ouais. Et ça fait, en plus, quand tu dis si ça connaît bien ton style, ta manière de faire, après au début tu vas regarder avec ton fameux human in the loop, donc tu restes dans la boucle pour t'assurer qu'au début ça joue bien, mais après en fait à force tu vas itérer, il va comprendre, tu vas modifier du coup tes paramètres de différents agents qui vont être là et du coup ça te sortira des trucs qui normalement seront des bons résultats après en permanence. C'est ça, parce que voilà, comme je disais, système RAG. Donc il a des exemples d'annonces, il a mes exemples, etc. Tu lui as dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, inspire-toi de ça, évite ça, ne dis jamais ça, ne dis pas genre, je sais pas, on est une grande famille chez Kino avec notre magnifique siège à Pantin. Non, dis genre, vous bossez dans vous allez changer la vie de une boîte comme Bidule Chouette qui mettra en place des trucs grâce à nos développeurs qui sont incroyables. Bref, whatever. Ok, trop bien, merci pour ça. On passe du coup au jeu numéro 2 qui est le Fast and Tam Tam avant de passer à la partie 3 et dernière partie de cet épisode. Est-ce que tu es prêt pour le Fast and Tam Tam? Allez, c'est parti. Attention, on va commencer. Pareil, donc je te laisse. Tu as 2 choix, tu choisis ce que tu préfères et tu peux te développer ou pas en fonction de ton envie par rapport aux différents dilemmes. Automatiser les feedbacks négatifs, robotiques mais rapides ou ne réenvoyer du tout en mode ghosting? Non, automatiser, ouais. Une donnée 100% propre mais saisie à la main ou une donnée genre à 50% propre mais automatisée par de l'IA? 100% propre. Ton workflow qui se pète un vendredi à 18h et qui fout tout en l'air quand les gens arrivent le lundi ou ton ATS qui tombe en panne le jour d'une levée de fonds?
Mon ATS qui tombe en panne. Ouais. Tu préfères avoir 50 extensions Chrome qui font ramer ton ordi ou 0 outil mais tout faire au clavier du coup. 50. Je les ai là déjà. Tant pis, Je les ai toujours. Tant pis pour la Tant RAM. pis pour la RAM. Tant pis pour T'as moi. dit pourtant tout à l'heure avec LinkedIn que t'avais pas d'extension. Avant, c'était avant. Oui, c'était avant. On parle. C'était avant. Tu les aurais donc. C'était à l'époque. Et non, c'est LinkedIn sur Internet Explorer et tout le reste sur Chrome. Tu recrutes quelqu'un qui vient de l'OL ou qui vient de Saint-Etienne? Ouais, l'OL. Le fameux Tu classico. cherches. Ouais. Ouais. En plus, Faire regarde, un- là, juste derrière toi, on a un maillot de l'OL. Là. Emirates, fly better. Le sponsor de l'OL. Non, j'allais faire une blague sur la municipale. J'allais te demander si tu votais pour Jean-Michel Aulas ou pas, mais je vais pas le faire. Un séminaire dans le Beaujolais ou un team building à Courchevel? Séminaire dans le Beaujolais. Une question RGPD pour toi. Tu préfères passer 3 jours sur la conformité ou alors cliquer sur supprimer tout par erreur et tu enlèves toute ta base de données d'ATS? 3 jours sur la conformité. Tu préfères passer ta vie à configurer les outils ou passer ta vie en entretien? Configurer les outils. Étonnant, n'est-ce pas? Attention, dernière question. Un monde sans LinkedIn ou un monde sans IA? Non, un monde sur LinkedIn. Je suis désolé, LinkedIn, si vous nous écoutez. Je vous aime quand même. Hein. On vous aime, on vous aime. Mais c'est vrai quand même que l'IA permet tellement de faire de dingueries. Mais ça, tu vois, c'est dingue parce que ça a remplacé dans nos cœurs presque l'IA, a remplacé LinkedIn dans nos cœurs. Presque. Enfin, on vous aime tous les deux, et l'IA et LinkedIn. Cool, merci d'avoir joué au Facet Tam Tam. On passe du coup à la partie 3. Partie 3, c'est deux questions globales que j'ai pour toi, qui sont en gros deux élargissements de notre sujet. Élargissement numéro 1, en fait, c'est un peu le paradoxe, mais quand on parle d'automatisation, on pense que le problème, c'est des outils, alors que le problème, c'est un problème humain. Ça marche comment, la conduite du changement? Comment tu arrives à convaincre tes collègues, tes managers, tes N+1, tes N+44, de mettre en place quelque chose de mieux? Bah, après, la conduite du changement, tu vois, pour le hiring, elle va. Je sais pas, tu vois, si vraiment c'est pertinent dans le sens où le hiring, il veut la fluidité du process, Mais tu vois, les question, candidats c'est qui pas sont pertinent, pertinents. Ouais, j'osais pas le dire. Oui, Non, mais tu vois, ils s'en fichent le hiring, tant qu'ils ont un bon candidat. s'ils me disent oui, t'as automatisé ou quoi, ils ont un Cool. ouais. Super. Je trouve que la culture du changement et la complexité en tant que RecOps, mais même de manière générale, tu vois, c'est pas forcément le RecOps, mais c'est de l'implémentation de quelque chose. Là, ça, comme je te disais, j'ai dû me manger un peu des murs. Moi, au début, je créais, je mettais clé en main et je leur disais voilà comment ça va se passer. Ça marchait pas, ça fonctionnait pas parce que aussi dans une équipe, tu vois, on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui sont très très, tu vois, avancés, d'autres pas du tout. T'as les gens qui résistent, mais tu résistes parce que t'as peut-être peur, t'as peur t'as peur du contrôle, du pouvoir, peu importe, tu vois, du confort. Et au final, j'ai changé, tu vois, ma vision là-dessus, où je vais, comme je disais, faire des POC pour montrer la valeur, le ROI, tu vois, la valeur, ou peut-être le faire moi et montrer que, tu vois, t'es augmenté sur un sujet où, tu vois, c'est plus quali ce que tu fais parce que t'as mis ça en place. Et une fois que t'as fait ça, là, tu co-construis. J'aime bien co-construire et après, tu vois, je pars peut-être un peu à contre-courant, mais moi, ce que j'aimais bien faire dans les teams, bon, ça prend du temps, mais c'est de faire un peu du sur-mesure avec ta team. C'est-à-dire que tu vas pas faire un corps, une structure que tout le monde doit valider. C'est plus de dire, oui, on va faire une auto, mais toi, je sais que tu aimes bien, par exemple, avoir les infos sur Slack, etc. Toi, tu préfères utiliser, je sais pas, Excel et tout. Et c'est que toi, après, derrière l'automatisation, tu vois, c'est des petits changements. Mais ces petits changements-là vont faire que ça va plus être accepté, tu vois, par les profils, que si tu dis, OK, on va utiliser ça. Ouais. Mais ouais, complexe comme sujet, tu vois. Là, on est dans une grosse transfo IA avec Equino et c'est complexe de déployer, diffuser de manière, quali et que ça soit accepté par tout le monde. Et en vrai de vrai, je me dis que c'est OK. Si, tu vois, je vais pas, tout le monde va pas accepter ce qu'on va mettre en place, etc. Et du coup, je pourrais pas convaincre tout le monde. Et du coup, ça aussi, je me suis dit parce que je voulais vraiment que tout le monde valide ce que tu fais, tout le monde kiffe ce que tu es en train de créer. En fait. Ça peut pas être le cas, mais il faut que tu aies quand même des champions, ou alors, tu vois, avec le temps, le fait que toi, tu fasses des choses qui montrent que tu as du ROI, que ça fonctionne, etc. Après, les gens, naturellement, vont venir te voir ou peut-être vouloir, tu vois, changer leur manière de faire. Ok. Mais ouais. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est le sujet, et même par rapport à l'IA en général, beaucoup de gens disent que c'est un problème d'outils, c'est un problème d'humain. Et tu vois, moi, je le vois dans tous les clients chez lesquels on intervient, quand on fait des projets de développement IA ou quoi, ou même ce que serait juste qu'un atelier d'acculturation ou quoi, c'est juste d'abord en fait, que l'humain se dise en fait, ok, vas-y, je peux passer à ça. Et donc c'est d'abord un problème humain, un problème technique. Enfin, aujourd'hui, avec tous les outils et l'évolution, comme tu disais tout à l'heure, des outils, ça va tellement vite, tu peux quasiment tout faire. Il y a presque plus rien que tu peux pas faire aujourd'hui. Juste ta seule limite, c'est ta créativité, ton imagination en fait. Après, du coup, tu vas à fond. Mais c'est ça, mais tu vois, il y a
Enfin, il y a un truc qu'avait dit Guillaume Alexandre, je sais plus dans quoi exactement, et il a totalement raison. Tu vois, sur la barrière justement technique, c'est qu'il disait maintenant quand j'ai un problème, il cherche plus un outil, tu sais, ou qui potentiellement peut-être gérer ton truc, mais finalement il n'est pas fait pour. Il dit je crée l'outil pour solutionner mon souci. Et c'est là aujourd'hui ce que tu peux faire. Tu peux, dès que tu as un problème, je sais pas, de scrapping, de sourcing, peu importe, tu peux créer ton propre tool en local pour ta team. Et tu déploies pour ton équipe. Bien sûr. Et je suis totalement tu vois, d'accord avec son raisonnement. Et ouais, la barrière technique, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui. Ouais, c'était je sais pas si tu as vu mon post LinkedIn du jour, enfin en tout cas au jour qu'on l'enregistre aujourd'hui, c'est le fameux buy or build, tu vois, qui est fait aujourd'hui, qui revient pour moi en force parce que tu peux quasiment tout build en direct. Après, tu n'auras pas les exigences de sécurité, de machin, de trucs, etc. Tu perds la R&D potentiellement dans différents outils, mais tu peux build en tout cas des prototypes de pas mal de choses et commencer sur ça. Et après, du coup, trouver un truc qui correspond. Et limite tu vas avoir un vendeur en mode bah voilà j'ai prototypé ça, est-ce que vous pouvez faire aussi bien que mon proto mais à l'échelle et sécurisé et compliant, etc. Et du coup c'est une bonne transition parce qu'on revient sur l'IA avec ma dernière question pour toi. À l'heure du coup de l'IA partout, comment tu penses que les pratiques RecOps évoluent? Tu vois, mon avis sur ça, peut-être que je suis assez trop fort, mais pour moi c'est l'IA fait qu'on remet le RecOps au centre des thématiques et le RecOps est beaucoup plus puissant aujourd'hui à cause de l'IA. Toi c'est quoi selon toi l'impact de l'IA sur les pratiques RecOps au global? L'impact de l'IA, comme je te dis là juste avant, c'est la barrière technique te permet de faire tellement de choses qu'avant, tu vois, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Il faut monter en compétences, tu vois, et ça te prend énormément de temps d'apprendre, etc., sur des outils ou peu importe. Donc, tu as cette partie-là. Et je trouve... Non, très bien, et je trouve que le RecOps, tu vois, il devient... Enfin, le rôle devient plus design que d'empiler des outils, tu vois. On est plus sur du product management, tu vois, un truc un peu comme ça, où tu vas designer les process, chercher où est-ce que tu mets le curseur ou arbitrer sur l'orchestration humain-outil, humain-agent. Ça nous amène à d'autres sujets où, effectivement, vu que l'IA t'expose expose, tu vois, tes problématiques, on va dire qu'elle est un peu révélatrice des problèmes que tu as et que tu n'as pas trop envie de voir. Et je trouve que ça nous amène à être plus concentrés sur la gouvernance, sur la fiabilité des données, ces choses que tu vois, on s'en fichait avant. J'en avais rien à secouer avant. Et sur l'intégration des systèmes, etc. Je trouve qu'on va plus vers ces sujets-là de définir des politiques d'usage, des chartes IA. Je trouve que c'est le rôle du RecOps, tu vois, d'aller travailler là-dessus, de l'explicabilité, on en parlait, tu vois, de l'explicabilité de ce que fait l'IA, de l'audit, tu vois, ces sujets-là dont on ne parlait pas il y a 2-3 ans sur des postes de RecOps. C'était pas vraiment le sujet, on parlait beaucoup de automatisation, data. C'est ce que disait Chloé dans l'épisode 1 justement de cette série, la RecOps de 5 épisodes sur Tamtam, c'est qu'en fait ça remet la gouvernance de manière clé et du coup un profil qui, peut-être tu le vois côté recrutement, mais le profil qui monte de plus en plus dans l'entreprise, c'est les juristes. Parce que du coup, en fait, il y a tellement maintenant de risques accrus et d'enjeux de compliance, de légal, surtout en France et dans toute l'Union européenne où tu as le RGPD qui a été retrouvé ajouté avec le IA Act en plus. Tu as tellement de trucs de règles de gouvernance que du coup, les juristes, ils ont leur salaire qui flambe. Tout le monde se bat pour avoir des bons juristes IP, justement, IP, IT et autres. Et c'est une dinguerie. Enfin, genre, il fait bon d'être juriste aujourd'hui dans ces domaines-là. Et toi, tu as accompagné de juristes aussi. Tu vois, nous, pour implémenter l'IA, tu en parlais, tu vois, on a Tim Taylor, etc. Mais pour implémenter l'IA, tu fais pas genre, oui, il y a des features, je vais les cliquer dessus et on va les mettre. DSI, IT, c'est des études d'impact, c'est des rendez-vous avec le SMSI, des juristes, etc. pour voir ce qui est faisable. Voilà comment ça marche dans les grands groupes, en tout cas chez nous. Non, mais c'est clair. Et clairement. C'est trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur le sujet du RecOps? On est sur l'épisode 4 sur 5, l'épisode suivant ça sera sur l'IA au global, un petit truc, l'IA, l'intelligence artificielle, ça vient de sortir il y a quelques semaines cette fois-ci. Est-ce que tu as un truc à rajouter à quelqu'un qui nous écoute et qui est à son 4e épisode sur la série RecOps et qui se dit genre c'est cool le RecOps? Est-ce que tu as un conseil de RecOps à un futur RecOps ou à un actuel RecOps ou à un RecOps du passé ou un RecOps d'une autre dimension? Et tu veux dire quoi, un conseil sur un conseil de manière générale pour devenir je sais pas, une meilleure version de soi-même en RecOps ou un truc qui marche ou un truc à éviter, à ne pas faire? Non, un truc qui marche, c'est beaucoup de boulot perso, on va dire, parce que RecOps, on n'a pas beaucoup dans les boîtes. Oui, tu as eu Chloé avant, il me semble que c'est Marion que tu as eu aussi avant, ou qui ont la chance d'avoir tu vois, vraiment des postes de RecOps à part entière, mais généralement c'est un peu t'es au four et au moulin, tu fais le recommandement. Voilà. Et généralement en parallèle, ça veut dire en dehors de tes heures de taf. C'est généralement ça. Donc il faut vraiment que tu sois passionné par tu vois, ce côté un peu bricolage, tester, grosse veille, et faire des trucs dans ton côté, mais ouais.
Faut être passionné de faut être récops. passionné. Là. Et du coup, c'est là, enfin, c'est vraiment, pour moi, je pense l'IA met vraiment le spotlight dessus. Et d'ailleurs, si vous voulez parler à beaucoup de récops, vous pouvez aussi rejoindre Tacomu. Ce sera mon dernier placement de produit, où on a plusieurs récops, dont Stade Folie, dont on mettra la newsletter en commentaire, qui fait des trucs très chouettes aussi. Qui fait des trucs très très cool. Côté récops. Et c'est bien parce que c'est un truc, pendant des années, on en parlait de manière vraiment, fallait vraiment être c'était un truc vraiment de passionné, un peu en entre-soi. Et on commence à ouvrir un peu justement la parole autour de ce terme qui est pas récent en plus, hein, ça a 10 ans, James Colino et son livre, c'est méga vieux le truc, enfin méga vieux, à l'échelle du recrutement moderne c'est vieux, mais là ça revient vraiment au goût du jour et c'est chouette. Puis oui, bah, après au-delà de ça, c'est pas forcément. Enfin, tu vois, t'as un peu soit le métier de récops, mais c'est plus aussi une philosophie, tu vois. C'est ça. Tu peux être recruteur avec. Et faire du récops, encore ouais. C'est quoi Molière qui faisait c'est quoi le machin qui faisait de la prose, se rendre compte, je suis très mauvais en référence littéraire. Je vais pas t'aider là-dessus. Du chouette qui faisait de la prose. Jean, non, putain, les cours de collège et lycée. Faut que je me remette à Molière. Merci en tout cas, Virgile, pour toutes ces questions. Il te reste une dernière question finale avant d'arrêter le podcast. La question est tu retrouves dans tes archives numériques en 2050 cet épisode. On est dans longtemps, dans 2024, dans 24 ans. On est en 2050, tu redécouvres cet épisode de Tam Tam, tu te dis oh waouh, c'était trop bien, merci. Du coup, on avait des beaux locaux, tout ça. Merci le groupe Launay de nous avoir accueillis. Si je te demande de réenregistrer cet épisode sur le même thème, donc le Récops en 2050, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui aura changé en 2050? Ah ouais. Bah, peut-être que tu vois, les compétences réelles vont primer sur le diplôme tradi. On sera peut-être en 2050, ce sera peut-être le cas. Enfin, ouais. Non, je dirais que en 2050, tu vois, je vois bien. Et le fait que tu es vraiment humain plus agent, où tu n'auras pas 50, ouais, et tu vas avoir une orchestration de toute, tu vois, une flambée d'agents qui vont travailler pour toi. Qui sont tes collègues. Et toi, tu vas gérer, ouais. Ok. C'est marrant parce que c'est très dur. Vu que tout va tellement vite en ce moment, depuis quelques mois, c'est super dur de se projeter à beaucoup plus loin. Genre en 2050, imagine, avec notre pensée d'aujourd'hui. Et du coup, c'est rigolo parce qu'imagine, on réécoute ça en 2050, tout ça, mais genre, humain plus agent. En fait, il n'y aura que des agents. Voilà, nous, on est là, on chill sur la plage parce que l'IA a pris tout notre job et on a un revenu universel et c'est super. Bon, bref, les futurs possibles, il y en a beaucoup. Merci Virgile d'avoir accepté de passer dans Tam Tam. Merci à toi, Léo. Dans cette série Récops, du coup, qui est très chouette avec ce 4e épisode qu'on vient d'enregistrer. Écoute, passe un bon courage dans tous tes projets Récops. Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans ta vie de Récops? Et qu'il y ait plus de Récops dans chaque boîte, qu'on soit... Des Récops dans chaque boîte. Qu'on ait des... voilà. Ça me va, des Récops dans chaque boîte, quoi. Ouais, c'est tard, il est 20h20, j'ai aucun sens. C'est un lundi soir, mais on est fatigué. Merci Virgile pour ton temps, passe une bonne soirée et à très vite. Merci, salut. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.